je veux nous conduire à d'autres enjeux sociaux que nous avons aussi en commun. Donc, nous sommes aussi le vecteur, si je reprends des termes un peu plus relatifs à la pandémie. Donc, des enjeux sociaux comme l'homophobie, les personnes racisées, la violence conjugale, les féminicides, la liberté d'expression, la langue, la polémique, la polarisation aussi, sans oublier des enjeux de santé, de sécurité. Nous sommes des êtres humains dits intelligents, mais combien fragiles et pleins de vulnérabilité. Maintenant, comment gère-t-on nos rapports, nos relations avec les autres et aussi avec notre environnement? Même si les champs d'expertise dans lesquels nous travaillons, les champs d'intervention, ne visent pas toujours directement le cœur de ces enjeux-là, il est nécessaire, à mon avis, qu'on les considère et qu'on y touche de toute façon. Ces enjeux peuvent être appréhendés par une justice plus accessible, évitant de judiciariser les rapports sociaux, par le dialogue, par des débats, par une meilleure utilisation des technologies et des réseaux sociaux. J'espère ces journées nous conduire à y voir plus clair, à créer une ouverture. Pour ce faire, je nous laisse entre les mains de nos conférenciers et conférencières en les remerciant déjà chaleureusement d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, M. Benoît Dupont, Mme Nelly Brière, demain, M. Antonio Buonatesta, Mme Annick Charret, M. Paul Lannoy et samedi, la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec et M. Pierre Noreau. Je passe maintenant la parole au responsable de la technique, M. Alex Nguyen, et je vous souhaite un bon congrès à toutes et à tous. Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci Pierre-Marco pour ce très beau message. Je m'occupe de la technique dans le réseau Equijustice. J'ai juste partagé mon écran pour vous montrer un petit peu les outils d'interaction que vous avez à votre disposition lors de cette conférence-là. Si vous voyez bien mon écran, en fait, en tant que spectateur, vous avez 3 outils qui sont à votre disposition. On en a désactivé 2 pour le confort de nos conférenciers et de la présentation. Logiquement, vous avez un outil de clavardage qu'on a coupé exceptionnellement pour aujourd'hui. Vous ne pouvez pas converser avec le conférencier, mais vous avez notre fonction qui s'offre à vous, qui est la fonction de questions-réponses. On a une équipe de modération qui est là pour relever les questions qui seront posées lors de la conférence, mais qui seront répondues lors de la période de questions-réponses après chaque conférence de chaque conférencier-conférencière. Nous relèverons les questions les plus pertinentes parce qu'il se peut qu'on ait beaucoup de flux de questions et nous allons traiter celles qui sont un peu plus pertinentes en fait pour le congrès, mais aussi pour notre auditoire à nous. Je sais qu'à la base, il y a une fonction lever la main, mais on l'a désactivée pour l'occasion pour, encore une fois, le confort du congrès en question. Je pense que j'ai fait le tour et je passe la parole à Monsieur Serge Charbonneau, si mes souvenirs sont. Monsieur Charbonneau, c'est à vous. Je vais vous demander de réactiver votre micro. Oui, merci, désolé pour une petite erreur. On commence comme ça. Alors, bonjour, bienvenue. Merci d'être là encore en grand nombre, de vous intéresser à toutes les questions que pose la justice réparatrice et la médiation. Je vous avoue que je suis un peu fier de voir tout ce qui se passe au Québec en matière de justice réparatrice et de médiation, de voir comment le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le DPCP, même les services correctionnels du Québec et le CAVAC, ainsi que toutes les organisations communautaires soutiennent ces nouvelles interventions, cette innovation, ce désir de changer les choses, de changer la justice. Alors, ça me motive énormément. J'espère que ça vous motive aussi. Aujourd'hui, demain, après-demain, on vous invite dans une petite aventure, disons ça comme ça, dans la visite d'un archipel. En fait, on va prendre chaque intervention comme une île, des îles de grandes questions, des îles d'innovation, des îles de proposition. Alors, je vais vous inviter à prêter attention à ces riches contributions. Pour cette animation, certains diront que des fois, j'ai l'air un peu bouffon. Alors, pour cette animation, et qu'on a l'habitude de jouer un peu des bouffons, alors pour cette animation, j'aurai de l'aide aujourd'hui et je vais vous présenter Pétula et Mélucine. Bonjour, moi
Cynthia. Moi, c'est Mélusine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qu'on ne voit pas mais qui sont là. Et on leur dit que quand même on est des grandes expertes. On est des expertes en cyberéclairage. Oui, oui. Et on est des assistantes aussi de monsieur Benoît. De monsieur Benoît et de madame Nelly. Oui, on va les assister. Donc, du coup, maintenant, eh ben, c'est monsieur Benoît. C'est monsieur Benoît. Et monsieur Benoît, c'est l'empereur de la cybercriminalité. Ouais, c'est un as. Il s'y connaît. Hein. Donc, c'est à lui. Et monsieur Benoît. Oui, bonjour. Bonjour. Merci. C'est à vous. Merci Pétula, merci Mélusine. Je suis très chanceux que vous soyez là avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, moi, je ne suis pas un clown. Je suis un bouffon très souvent, mais je suis aujourd'hui un équilibriste parce que je vais avoir pour mandat d'essayer de vous exposer et de vous faire prendre et de vous transmettre certaines connaissances sur la question de la cybercriminalité sans vous rendre complètement paranoïaque ni complètement effrayé. Alors, ça va être un petit peu mon défi. J'ai 1 heure pour présenter. J'espère que personne ne s'endormira parce qu'on aura ensuite une demi-heure d'échange pendant lesquels on pourra peut-être revenir. Et si vous avez peur à un moment ou à un autre, Pétula et Mélusine sont là pour vous rassurer et moi, je serai là pour répondre à vos questions à la fin de ma présentation. Alors, je vais basculer sur un autre logiciel. Donc, comme je l'indiquais, je suis un chercheur à l'Université de Montréal. Je suis un professeur de criminologie et je détiens également 2 chaires de recherche, une en cybersécurité, l'autre en prévention de la cybercriminalité. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien, c'est un espèce de condensé des connaissances que mes étudiants et moi et nos partenaires qui viennent aussi bien du secteur privé que du secteur public, nous essayons de consolider, de synthétiser sur la thématique de la cybercriminalité. La manière dont on va procéder aujourd'hui, le plan de ma présentation est le suivant. Dans un premier temps, je vais essayer de vous donner quelques statistiques sans aller trop dans le détail, mais c'est quand même indispensable pour comprendre l'ampleur du problème sur le nombre de victimes, le nombre d'incidents qui sont répertoriés, que ce soit des incidents qui touchent les individus ou des incidents qui frappent les organisations. Dans un deuxième temps, je vais passer quelques instants sur une présentation de la manière dont les cybercriminels opèrent, qui sont-ils, comment ils sont organisés, comment ils structurent leur travail. On va parler aussi des besoins des victimes de cybercriminalité parce que je pense que c'est un domaine dans lequel on a beaucoup à faire et beaucoup à réfléchir sur la manière dont on offre des services à ces victimes-là. Je passerai aussi un petit moment sur les défis de la réponse policière. Nos organisations policières au Québec, mais partout ailleurs, sont confrontées à d'immenses défis en matière de réponse à la cybercriminalité et on essaiera de voir pourquoi. Et je parlerai ensuite d'une initiative qu'on est en train de développer à l'Université de Montréal, à l'École de criminologie, d'une clinique destinée aux victimes. Et je vous laisserai sur la présentation de 2 outils de sensibilisation et de bonnes pratiques de cyberhygiène qui peut-être vous aideront à adopter des pratiques exemplaires en matière de cybersécurité parce que vous soyez des médiateurs, que vous soyez des intervenants du système pénal, que vous soyez peu importe vos fonctions, la cybersécurité peut être un problème pour vos organisations et vous devez y prêter attention et vous devez peut-être adopter certaines pratiques qui vont permettre de sécuriser vos systèmes. Donc voilà le plan de la présentation, si vous êtes d'accord pour me suivre dans cette aventure et cette heure qui suit. Alors on va commencer par les statistiques et pour essayer de voir au Québec quelle est l'ampleur et la taille du problème, qu'est-ce qu'on sait finalement sur ce phénomène-là.
Alors, on a des statistiques qui sont assez limitées, mais on a quand même la chance avec Statistique Canada de pouvoir euh, avoir des chiffres assez récents qui sont issus d'un sondage qui a été fait en 2018 auprès d'à peu près 20 000 répondants pour l'ensemble du Canada. Donc, ce qui nous permet de penser que ces chiffres sont relativement fiables et sont relativement représentatifs. Et donc, on a posé aux répondants des questions très simples sur s'ils avaient été ou non exposés à certaines formes de cybercriminalité. Et ça, ce tableau-là, et je sais que c'est un peu difficile à lire les chiffres, mais ne vous inquiétez pas, je vais passer à travers, et la représentation des réponses de ces répondants. Et on se rend compte tout d'abord que les incidents de cybercriminalité en 2018, et avec la pandémie, il n'y a aucune raison de penser que les choses se sont améliorées, bien au contraire, mais ont touché à peu près un peu plus de la moitié de la population. Donc, chaque année, dans une période de 12 mois, la moitié de la population de 15 ans et plus est affectée d'une manière ou d'une autre par un incident de cybercriminalité. Et ce que ces chiffres nous indiquent, c'est qu'il existe 4 grandes catégories d'incidents. La première catégorie, c'est celle qui est dans la boîte bleue, dans le petit cadre bleu. Ce sont les incidents que j'appellerais de cybercriminalité, les amorces techniques. Donc, on reçoit tous quotidiennement des courriels ou des messages frauduleux par SMS qui nous invitent à cliquer sur des liens, qui nous promettent la fortune instantanée, des investissements tout à fait avantageux, où on se fait rediriger vers des sites frauduleux qui nous demandent des informations personnelles. La majorité d'entre nous, plus de 95% des gens, ne cliquent jamais sur ces liens-là, mais ça a quand même une importance parce que dans des moments de stress, dans des moments d'inattention, on peut très bien être amené à tomber dans le panneau. Donc, ces incidents de cybercriminalité, d'amorce technique de la cybercriminalité touchent à peu près 4,5 millions de Québécois chaque année. La deuxième catégorie d'incidents, qui sont des incidents un peu plus graves pour ceux qui en sont victimes, ce sont les incidents qui sont réunis dans la boîte violette, qui sont ce que j'appellerais des incidents techniques, mais où là, vous êtes réellement victime et vous êtes exposé à une indisponibilité temporaire de vos appareils ou de vos comptes. Donc, ça peut être un virus qui va infecter votre machine, 800 000 personnes chaque année au Québec, des demandes de paiement de cyberrançon, donc des cybercriminels qui vont encrypter toutes vos données et qui vont exiger le paiement en Bitcoin d'une rançon pour vous restituer l'accès à ces données-là. Plus de 315 000 personnes en 2018, ce qui est considérable. Ou se faire pirater son compte de courriel, 400 000 personnes aussi sur une base annuelle. Donc là, on est déjà dans des inconvénients qui commencent à augmenter de façon significative. La troisième catégorie de cybercrimes, ce sont tous les cybercrimes dans lesquels vous avez un préjudice financier. Évidemment, vous avez un préjudice financier dans le paiement des cyberrançons, mais vous avez des cyberfraudes dans lesquelles le préjudice peut découler de l'utilisation frauduleuse de vos cartes de crédit, cartes de débit, un vol d'identité ou une catégorie à laquelle on ne pense pas toujours, mais l'usage frauduleux de points de programmes de fidélité, dont Aéroplan par exemple ou Air Miles. Donc là, on a à peu près 600 à 700 000 personnes chaque année qui sont victimes. Juste l'usage frauduleux de points de programmes de fidélité, c'est 90 000 personnes chaque année. Les vols d'identité, c'est près d'un quart de million de personnes au Québec seulement, hein, ce n'est pas le Canada. Les moyens de paiement utilisés frauduleusement, c'est plus de 400 000 personnes chaque année. Donc ça, ce sont des cyberfraudes, on va y revenir dans un moment. Et la dernière catégorie qui est peut-être un petit peu encore plus sévère au niveau de l'impact, mais on ne l'associe pas systématiquement à la cybercriminalité, c'est tout ce qui concerne le harcèlement, l'intimidation, des comportements qui souvent se déroulent dans le cadre de violences conjugales et des actes de discrimination. Donc vous avez
5% de la population, ce qui représente 350 000 personnes au Québec, qui sont victimes de harcèlement et d'intimidation. Et on ne prend pas en compte les moins de 15 ans, donc certes, dans lesquels on sait très bien que c'est une problématique qui est assez importante. Donc, c'est énorme. Des utilisations abusives de photos, de vidéos ou de contenus personnels, c'est plus de 100 000 personnes chaque année et en grande majorité, ce sont évidemment des femmes. Et des actes de discrimination, eh bien, près de 100 000 personnes chaque année. Donc, on voit que c'est quand même une forme de cybercriminalité qui est très développée et dans lesquelles on va avoir besoin d'apporter des réponses qui sont quand même adéquates, appropriées, qui vont nécessiter une certaine créativité. Donc, on voit 4 millions de personnes chaque année victimes de ces diverses formes de cybercriminalité au Québec. Maintenant, ça, ce sont des enquêtes issues d'un sondage de victimisation dans lequel on posait la question à l'ensemble de la population, enfin d'un échantillon représentatif de l'ensemble de la population. Maintenant, les organisations policières aussi reçoivent des déclarations de la part des citoyens. Et si on compare ces statistiques-là, c'est assez préoccupant parce qu'on se rend compte que la même année, en 2018, au Québec, seulement 4 000 personnes, un peu plus de 4 000 personnes, étaient venues déclarer avoir été victimes de cybercriminalité. Ce qui veut dire que le chiffre noir de la cybercriminalité, ce concept criminologique qui est le décalage entre le nombre de gens réellement victimes de toutes sortes de crimes et ceux et celles qui vont déclarer ce type d'incident à la police pour enclencher une procédure dans le cadre du fonctionnement du système pénal, ce chiffre noir est de 99,9%. Ça veut dire qu'il y a 99,9% de la population victime d'incidents de cybercriminalité qui se retrouvent plus ou moins livrée à elle-même pour essayer d'y répondre, avec le soutien plus ou moins adéquat des institutions, d'entreprises financières, de tout un tas d'intervenants qui vont, ou surtout qui ne vont pas nécessairement être en mesure de leur apporter le soutien dont elles ont besoin. Donc ça, je trouve que c'est une statistique extrêmement préoccupante sur laquelle on a besoin de réfléchir et à laquelle on a besoin certainement d'apporter des réponses assez créatives. Quand on consulte aussi les statistiques policières, on se rend compte que les taux de cybercrime déclarés à la police sont de 90 pour 100 000 pour l'ensemble du Canada et de 48 pour 100 000 au Québec, donc à la moitié. Mais on a vu dans l'enquête précédente, dans la diapositive précédente, que finalement, les statistiques ne sont pas si différentes au Québec qu'au Canada. Donc, on a un questionnement à se poser sur la raison pour laquelle les Québécois vont moins déclarer à la police que le reste des Canadiens les cybercrimes dont ils sont victimes. Les taux de résolution, ce sont d'autres statistiques dont on dispose. Les taux de résolution, c'est un terme un petit peu trompeur parce que les taux de résolution, selon Statistique Canada, ce n'est pas forcément les taux, les affaires pour lesquelles on a des condamnations de cybercriminels, ce sont les affaires pour lesquelles on a suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir identifier quelqu'un, un individu, contre lequel on va pouvoir déposer plainte. Et on se rend compte que les taux de résolution pour les cybercrimes sexuels sont de 25%, ce qui n'est pas énorme parce que ça veut dire que 75%, à peu près 3/4 des cybercrimes sexuels, on ne dispose pas de suffisamment d'informations pour pouvoir identifier un auteur potentiel. Il ne s'agit même pas de le faire condamner. Et les taux de résolution pour les cybercrimes contre la propriété de fraude sont de 5%, ce qui est extrêmement faible et qui explique peut-être pourquoi justement il y a si peu de monde qui va déclarer les cybercrimes à la police. Peut-être que leurs attentes sont très très basses et peut-être que ces statistiques-là nous indiquent qu'ils n'ont pas forcément si tort que ça d'avoir des attentes modestes à très peu élevées. Un chiffre intéressant qui interpelle aussi, c'est celui du pourcentage de victimes féminines de cybercrimes, c'est près de 70%. Donc évidemment, ce qui n'est pas du tout représentatif de la distribution dans la population générale. Donc on a
une forme de délinquance, et c'est quelque chose dont on s'est rendu compte assez récemment, qui frappe de façon disproportionnée les femmes, et donc on va avoir une réflexion aussi à mener sur les interventions, les réponses et l'accompagnement des victimes, qui permet de mieux tenir compte de cette particularité. Et si on regarde du côté des entreprises, pour lesquelles on va avoir quelques diapositives qui vont suivre, le taux d'entreprises ou d'organismes victimisés chaque année, d'organisation, c'est de 21%. Donc une organisation sur 5 est victimisée d'une façon ou d'une autre par des actes de cybercriminalité chaque année. De façon plus concrète, qu'est-ce qu'on entend par cybercriminalité? Quels sont les types de cybercrimes qui sont dominants à l'heure actuelle? J'ai mis 6 exemples de ceux qu'on rencontre le plus fréquemment, qui représentent la majorité des types de cyberfraude auxquels vont être confrontées les victimes. Donc, vous avez des cyberfraudes en haut à gauche, qui sont des cyberfraudes par menace, qui ont été très répandues au Canada ces derniers mois. Donc, vous avez certainement reçu ces appels téléphoniques enregistrés ou ces SMS qui exigent de vous le paiement d'un montant parce que vous n'auriez pas payé vos impôts, parce que vous allez être arrêté, vous auriez commis des délits, et on vous demande soit de payer un montant, une amende, ou de cliquer sur un lien. Évidemment, c'est une démarche frauduleuse. Autre type de fraude, qui est la deuxième la plus répandue, à laquelle on ne pense pas souvent, pas toujours, surtout si on est en couple, ce sont toutes les fraudes, les cyberfraudes liées à ce qu'on appelle la fraude sentimentale ou la cyberfraude amoureuse, donc dans lesquelles des fraudeurs vont se faire passer pour un petit ami ou une petite amie potentielle et vont, après avoir gagné la confiance de la victime, essayer de lui extorquer de l'argent. Troisième type de cyberfraude très répandu et qui est en fait le numéro 1 en ce moment en termes de volume de profits criminels générés, c'est la cyberfraude aux investissements. Et donc en ce moment, par exemple, tous les schémas frauduleux reliés aux crypto-monnaies dans lesquels on vous promet de devenir un millionnaire quasiment instantanément. Donc ça, c'est pour le volume de gains criminels. En ce moment, c'est la cyberfraude la plus populaire et la plus répandue. Une cyberfraude qui est également assez fréquente, c'est tout ce qui concerne, qui est polymorphe, parce qu'il y a tellement de variations que c'est difficile de donner des exemples qui représentent l'intégralité de cette forme de cyberfraude. Ce sont les cyberfraudes aux petites annonces, donc les sites de petites annonces comme Kijiji, les packs, eBay et autres, dans lesquels les fraudeurs vont trouver un terrain propice pour essayer de persuader des victimes de payer ou de se départir d'argent pour acquérir des biens à des prix très compétitifs qui, en fait, ne leur sont jamais livrés. Évidemment, depuis mars 2020, quatrième type de cyberfraude très répandu, tout ce qui est lié à la pandémie, et ça reflète la qualité, la capacité d'adaptation féroce des cyberfraudeurs et des cybercriminels. C'est tout ce qui concerne les thématiques de la COVID-19. Donc, on vous promet des vaccins avant même qu'ils ne soient développés par les compagnies pharmaceutiques. On vous promet des masques de protection alors qu'il est impossible d'en trouver aucune pharmacie. On vous promet des passeports vaccinaux alors qu'ils n'ont pas encore été mis en application. Donc, tout un tas de fraudes qui surfent sur l'inquiétude et le besoin d'information qu'on éprouve tous dans ce contexte de pandémie. Et le dernier élément, la dernière fraude qui est très répandue aussi et qui génère des profits criminels considérables, c'est tout ce qui concerne les fraudes à l'emploi. Donc, des offres d'emploi qui vous promettent de votre domicile, sans aucune qualification, aucune, de générer des revenus mensuels faramineux. Évidemment, c'est un type de fraude qui cible les plus vulnérables, ceux qui ont de la difficulté à s'insérer sur le marché du travail. Et donc, le type de fraude, c'est qu'on va leur demander des frais d'ouverture de dossier ou des frais pour acquérir des échantillons, des biens ou des types de services qu'ils vont être supposément en mesure de vendre. Et en fait, évidemment, il n'y a aucun produit ou aucun service réel qui se cache derrière tout ça, et ils perdent souvent quelques centaines ou quelques milliers de dollars. Donc ça, ce sont quelques exemples de cyberfraude qu'on retrouve le plus souvent. Et ce qui est très intéressant, ce qu'on a vu évoluer
au cours des dernières années, c'est que les fraudeurs ont développé, comme les entreprises du numérique, des offres multicanaux, des moyens de rejoindre leurs victimes qui ne s'appuient plus seulement sur le fameux courriel que vous receviez d'un prince nigérian ou d'un général américain bloqué en Irak avec des tonnes d'or qu'il a vraiment besoin de vous transférer d'une manière urgente, mais on voit de plus en plus se développer des stratagèmes d'approche de victimes qui se font via les plateformes de médias sociaux, Facebook, mais aussi Instagram, mais également par le biais de textos, SMS sur les téléphones mobiles et également à l'intérieur même des applications, que ce soit des applications de dating ou des applications spécialisées de petites annonces. Donc, on voit que les fraudeurs ont élargi leurs techniques d'approche et leur terrain de chasse et que vous pouvez les retrouver, vous pouvez les rentrer en collision avec eux sur tout un tas de plateformes et donc ce qui exige évidemment une vigilance permanente et accrue, que ce soit quand vous ouvrez votre boîte de courrier électronique ou quand vous ouvrez votre page Facebook le matin. Dans le domaine de la cybercriminalité, c'est un phénomène auquel on accorde aussi une plus grande importance depuis quelques années. C'est la combinaison, la convergence entre les actes de violence conjugale et la manière dont ces types de crimes sont facilités de plus en plus fréquemment par la technologie. Et on se rend compte que à travers l'usage des téléphones intelligents, c'est-à-dire dans lesquels d'ex-conjoints vont pouvoir transmettre des menaces ou installer des logiciels malveillants qui vont permettre de géolocaliser la victime à plein temps, à travers l'installation à l'insu de la victime d'applications de surveillance, à travers des épisodes de harcèlement ou de surveillance sur les médias sociaux, à travers la distribution d'images et de vidéos intimes sans le consentement de la victime, on va avoir une contribution des technologies numériques qui connaît une augmentation très rapide et qui va accélérer, qui va assister les crimes de violence conjugale dans une proportion qu'on évalue entre 60 à 95% des cas de violence conjugale. Donc ça, ce sont des statistiques à manier avec précaution parce qu'elles nous viennent des États-Unis et de l'Australie. On n'a pas de statistiques canadiennes sur le pourcentage des incidents ou des actes de violence conjugale dans lesquels ces abus sont facilités par les technologies numériques, mais on baigne dans des sociétés numériques au même titre que les États-Unis et l'Australie. Donc, ça serait surprenant que les chiffres qu'on obtienne soient très différents si on menait ce type d'enquête. Et donc, encore une fois, ça veut dire qu'on doit… Excusez-moi, monsieur Benoît, est-ce que vous avez le chiffre noir pour ça? Non, je n'ai pas de chiffre noir pour ça, malheureusement. Malheureusement. Dès que je l'obtiens, je vous fais signe. Donc ça également, ça nous interpelle sur la manière de répondre à ce type d'incident quand on intervient auprès des victimes de violences conjugales, parce que maintenant, on ne doit pas uniquement développer ou posséder des compétences de relations d'aide ou de victimologie, mais aussi des compétences, des connaissances en matière de cybercriminalité, sur notamment la manière dont ces applications de surveillance peuvent être installées à l'insu de la victime sur ces appareils et comment justement, quand on recueille une victime dans un service d'hébergement d'urgence, par exemple, on doit mener une mini-investigation pour s'assurer que l'appareil est désactivé et qu'il ne peut pas être utilisé pour localiser la victime dans ce type de situation. Donc ça, c'était un petit peu une présentation, un survol de façon très, très superficielle, malheureusement, mais un aperçu de ce qu'on sait sur l'ampleur du problème. Et donc, j'espère que j'aurai communiqué quand même l'idée centrale qui est le fait que c'est un problème auquel on doit réellement prêter une attention soutenue parce que c'est un problème qui croît à très grande échelle et on pense qu'on estime, on évalue que ces cybercrimes, toutes catégories confondues, représentent à peu près aujourd'hui le tiers de l'ensemble des crimes qui sont commis et continuent d'augmenter de façon rapide. Alors, contre les organisations maintenant, quelques statistiques aussi.
Et les organisations, ça implique évidemment, par exemple, les associations, les organismes communautaires. Statistique Canada évalue, encore une fois à travers un sondage représentatif, que le coût moyen de réponse à un cyberincident pour une organisation est de 15 000 $ en moyenne, 11 000 $ pour une petite organisation et 67 000 $ par incident pour une grande organisation. Donc, ce sont des coûts assez élevés et l'économie canadienne, les organisations canadiennes dépensent à peu près 14 milliards de dollars à l'heure actuelle, là, chaque année, pour se protéger contre ce type de menaces. Mais malgré tout, elles non plus, je dirais, ne font pas une confiance démesurée en la police, puisque seulement 10% d'entre elles vont déclarer à la police les cybercrimes dont elles sont les victimes. Les types d'incidents les plus fréquents, je vais passer peut-être plus rapidement, mais on voit que les vols d'argent, les cyberfraudes ou les rançons arrivent en deuxième position. 8% des entreprises ou des organisations canadiennes sont victimes de ces cyberfraudes ou de ces rançongiciels. Les vols de données personnelles, ça représente à peu près 5% des organisations. Et la perturbation de la présence en ligne, c'est-à-dire les attaques qui saturent les serveurs ou les défigurations de sites Internet, c'est un peu moins de 5% également, 4,6% sur une base annuelle. Ce qui a l'air de peu, mais en fait, ce sont des centaines de milliers d'organisations chaque année qui sont concernées. En termes d'impact de ces cyberincidents sur les organisations, on voit que l'impact principal, c'est une réduction temporaire de la productivité, donc une incapacité d'utiliser les ressources numériques pendant quelques heures ou quelques jours, dans certains cas quelques semaines. On a vu avec des grandes entreprises d'assurance ici au Québec, des coûts additionnels qui sont générés par les organisations, que ce soit en temps supplémentaire pour les personnes qui doivent répondre à ces incidents ou les coûts additionnels de restauration des systèmes. Dans un plus petit nombre de cas, des pertes de revenus, des dommages à la réputation aussi, et dans certains cas plus extrêmes, l'abandon pur et simple de projets ou la perte de clients et de fournisseurs, mais ça reste quand même assez marginal par rapport au nombre d'organisations qui sont concernées et qui sont touchées. À l'heure actuelle, la grande problématique qui touche beaucoup d'organisations, quelles qu'elles soient, que ce soit des entreprises, des municipalités, des services de santé, des organismes communautaires, c'est la problématique des rançongiciels. Donc cet écran qui apparaît quand vous allumez votre ordinateur et qui vous indique que tous vos fichiers sont encryptés, que vous ne pouvez plus y accéder et que vous récupérerez l'accès à vos fichiers quand vous aurez payé une rançon qui, il y a quelques années, était de quelques centaines de dollars et qui maintenant est en moyenne de quelques milliers de dollars ou de quelques millions si vous êtes une grosse entreprise. Donc, ces rançongiciels deviennent vraiment la plaie des organisations parce qu'ils s'installent très rapidement et il n'y a pas de profil type d'organisation qui sont visés. C'est vraiment, ça peut frapper tout le monde et évidemment, c'est assez compliqué à résoudre. Ça nécessite, si vous choisissez de payer, d'obtenir des crypto-monnaies, des bitcoins ou peu importe, ou si vous refusez de payer, eh bien, ça nécessite d'avoir mis en œuvre des mesures de sauvegarde de vos données qui soient robustes et que vous puissiez réinstaller ces données-là d'une façon rapide. C'est un gros business à l'heure actuelle, ces rançongiciels. Je vous ai mis le tableau parce qu'avec les crypto-monnaies, on peut retracer les paiements qui sont faits par les victimes et donc le tableau des 10 principaux groupes criminels qui utilisent des rançongiciels et l'évolution de leurs revenus au cours des dernières années. Et vous vous rendez compte que à l'heure actuelle, c'est un business d'un peu plus de 300 millions de dollars. Le pictogramme là indique en dessous de 300 millions pour 2020, mais en fait, ça concerne uniquement les 10 groupes criminels les plus performants. Si on rajoute la vingtaine de groupes complémentaires, on est au-dessus de 300 millions, 330 millions de dollars à peu près. Et c'est un phénomène qui vous le voyez, qui s'est développé à une vitesse fulgurante là, depuis 2-3 ans, qui a été accéléré par la pandémie, mais qui n'est pas directement relié à la pandémie. C'est juste que les cybercriminels se sont rendus compte que c'est beaucoup plus simple d'obtenir le paiement d'une rançon par les victimes pour que celles-ci récupèrent l'accès à leurs données personnelles ou leurs données d'entreprise,
plutôt que d'essayer de les persuader de rentrer dans des schémas frauduleux avec tout un tas de scénarios improbables impliquant des princes nigérians ou des faux présidents d'entreprise. Donc, on voit qu'ils sont très pragmatiques et qu'ils ont trouvé un filon qui semblait extrêmement profitable. En termes de brèches de données au Canada, un autre phénomène de cybercriminalité qui peut frapper les organisations, on a assez peu de statistiques précises ou de cas ou de noms d'entreprises, mais ce qu'on sait, parce que le commissaire à la protection de la vie privée collecte ce type d'informations sur une base annuelle, c'est une obligation pour les organisations qui opèrent à l'échelle fédérale, en dehors du Québec, de déclarer les incidents de brèche de données. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait eu, et c'est probablement la pointe de l'iceberg seulement, mais en 2019-2020, près de 700 brèches de données dont auraient été victimes les entreprises et les organismes communautaires et les associations, plus 340 brèches venant du gouvernement fédéral, et que donc ce millier de brèches aurait fait à peu près 30 millions de victimes individuelles, donc il y a 30 millions de Canadiens dont les dossiers personnels auraient été compromis en 2019-2020 seulement. Donc il y a probablement la grande majorité d'entre nous dont les renseignements personnels ont été volés ou perdus ou compromis pendant cette année-là. Pourquoi j'en parle des brèches de données? Vous pourriez me rétorquer que ça ne vous concerne pas tant que ça. Et en fait, ma réponse serait plutôt si. J'ai extrait cet exemple d'une chaîne de cliniques de psychologie qui a été victime d'une brèche de données en 2007, si ma mémoire est bonne. Et ce qui s'est passé, c'est que les cybercriminels se sont infiltrés dans les systèmes de cette chaîne de cliniques de psychologie, donc il y avait à peu près 400 employés et 40 000 patients, et ils ont volé tous les dossiers personnels des patients. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, comme c'était des patients d'une clinique de psychologie, les dossiers de traitement de ces patients contenaient non seulement des renseignements personnels comme la date de naissance, le numéro d'assurance sociale, les numéros de carte de crédit qui étaient utilisés pour régler le traitement des sessions, mais il contenait aussi le récit clinique des cas qui avaient amené ces patients-là à consulter des psychologues et les comptes rendus des séances de thérapie qui avaient été conduites par les psychologues avec leurs patients. Et ce que les cybercriminels ont fait, c'est qu'ils ont utilisé ces données-là pour rejoindre individuellement tous les patients et exiger d'eux le paiement d'une rançon d'à peu près 260 $ pour ne pas exposer auprès de leurs proches et auprès de leur entourage ou de leurs collègues les données personnelles qui figuraient dans ces dossiers. Et donc, on avait des patients, par exemple, dont les dossiers contenaient des informations sur des cas de victimisation, d'abus et d'agressions sexuelles, de problèmes d'abus parental également. Et les victimes étaient placées dans une situation un peu inextricable. Donc ma question, la raison pour laquelle j'en parle avec vous aujourd'hui, c'est que est-ce que vous-même, dans vos organismes de médiation, vous détenez des informations sur des personnes, des clients de ces processus de médiation que vous menez et des informations très personnelles que ces clients-là ne souhaiteraient pas voir exposées sur la place publique? Et si la réponse est oui, quelles sont les mesures que vous prenez pour protéger ces dossiers? Et si des cybercriminels s'infiltrent dans vos systèmes, est-ce que vous êtes confiant que ces dossiers sont suffisamment bien protégés pour qu'ils ne soient pas utilisables par eux et qu'on ne puisse pas exiger des rançons de vous-même ou de vos clients? Donc, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est juste un raisonnement à avoir sur l'exposition au risque. Et même quand on ne pense pas forcément à des risques de manière évidente, mais il y a toujours des manières indirectes dont les risques peuvent s'exprimer et se manifester. Alors, on a parlé pour l'instant de la cybercriminalité d'une façon un peu désincarnée. On a parlé des incidents, on a effleuré les victimes, on va y revenir. Mais qui sont les individus qui se cachent derrière ce type de crime
Et comment s'organisent-ils et sont-ils aussi menaçants et aussi super puissants et omniscients et omnipotents comme on l'entend parfois dans certains articles sensationnalistes. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste un peu dissiper le mythe du super utilisateur. Quand on parle de hackers, de pirates informatiques malveillants, l'iconographie qu'on retrouve et que je ne supporte plus, c'est ce hacker, ce sont ces images-là de banques de photos avec quelqu'un avec un coton ouaté, le capuchon sur la tête, dont on ne voit pas le visage, avec des gants. Alors, il met des gants pour ne pas laisser d'empreinte digitale sur son propre ordinateur. C'est un petit peu ridicule. Je ne connais aucun hacker qui mette des gants là, pour utiliser son ordinateur. Mais ce que ça rend... Comme ça, par exemple, comme ça. Voilà, exactement comme ça. Ben, vous êtes... Voilà, Mélusine, Pétula, vous êtes des hackers maintenant. C'est certifié, là. Je vous décrète hacker officiel de la conférence. Donc ça, c'est un peu contre-productif comme image parce que ça ne nous renvoie pas du tout à la réalité. Voici de quoi ont l'air vraiment les hackers qui se font arrêter par la police. Ce sont des êtres humains comme vous et moi qui n'ont aucun super pouvoir. Ce sont en grande majorité des hommes très jeunes. Certains sont obèses, d'autres ont de l'acné, d'autres sont habillés d'une façon tout à fait banale. Ne sont pas des super-héros ni des super-vilains. Ce sont des gens qui ont juste des compétences légèrement supérieures à la moyenne et qui sont capables d'identifier des vulnérabilités dans nos systèmes numériques et de les exploiter. Donc, il faut qu'on arrête un petit peu de représenter les hackers de cette manière-là parce que ça ne nous aide pas vraiment à mieux les comprendre. D'autant plus que ces hackers malveillants qui menacent un peu nos systèmes et qui rendent notre utilisation des technologies numériques un peu moins pratique que ce qu'on souhaiterait et nous forcent à adopter certains comportements de sécurité sont issus de groupes très, très diversifiés. En haut, à droite de cette diapositive, vous avez la représentation un peu caricaturale et stéréotypée là, du hacker, du jeune adolescent, un peu à la limite de l'autisme, du spectre de l'autisme ou Asperger, qui a finalement plus de plaisir à interagir avec des ordinateurs et des machines qu'avec ses camarades de classe. Ça, c'est un peu l'image qu'on avait des hackers dans les années 80 et 90. Mais aujourd'hui, ce serait plutôt le visage de ce jeune homme, Alex Gonzalez, au milieu de la diapositive, qui est le champion du monde des hackers parce qu'il a réussi, il y a une demi-douzaine d'années, à voler près de 250 millions de numéros de cartes de crédit. Donc lui, il avait touché le jackpot. Si vous allez faire vos courses chez Winners, et si vous y alliez il y a une demi-douzaine d'années, certainement qu'il a réussi à s'emparer de votre numéro de carte de crédit. Mais vous avez aussi, à l'autre bout du spectre, des hackers qui sont des fonctionnaires, des militaires ou des employés de services de renseignement de pays dont on parle souvent, comme la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, mais aussi le Canada, la France, non aussi, qui travaillent pour eux, et qui sont des fonctionnaires, des gens qui ont été sélectionnés, qui sont allés à l'université, qui ont été formés, et qui, dans certains cas, peuvent représenter une menace aussi parce qu'ils vont attaquer certains systèmes, y compris au Canada. On a vu ça notamment pendant la pandémie, où certains de ces hackers ont attaqué des pharmaceutiques et des laboratoires de recherche pour essayer d'en apprendre plus sur l'avancée de nos équipes de recherche sur la découverte d'un vaccin anti-Covid. Vous avez en bas à gauche des hackers, des activistes avec un H, qui sont des hackers malveillants propulsés par une idéologie qui vont essayer de mettre dans l'embarras des multinationales ou des agences gouvernementales, notamment des services de police, en diffusant les noms et les adresses des policiers, des agents de la paix. Et vous avez en bas à droite le visage d'Edward Snowden, qui est ce qu'on appelle dans le jargon de la cybersécurité une menace interne, c'est-à-dire un employé déçu par les pratiques qu'il jugeait abusives de la NSA dans certains cas, ou dans certains cas mu par l'appât du gain, comme ça a été le cas dans le cas de la fuite de données chez Desjardins, et qui ont déjà accès aux données et qui vont mettre la main dessus et les revendre ou les diffuser de façon
publiques, alors que ce sont des données qui sont considérées comme étant sensibles. Donc, on voit qu'il y a une très, très grande diversité de profils de hackers, et ces hackers-là, ils ont des caractéristiques très différentes. Ils choisissent des victimes différentes. Les hackers gouvernementaux chinois ne vont jamais vous attaquer pour essayer de vous extorquer de l'argent. Ils vont plutôt se focaliser sur les données sensibles que détiennent les universités ou les infrastructures critiques. Les activistes, probablement, ne vont pas attaquer non plus des organismes… Peut-être que les Chinois, eux, c'est plutôt des virus qu'ils distribuent, peut-être. Enfin, je dis ça. Je ne me prononcerai pas là-dessus, quelle que soit l'origine des virus, qu'ils soient biologiques ou informatiques. Les types d'attaques peuvent être très différents aussi. On peut attaquer les attaques peuvent cibler les systèmes, les applications, les usagers, donc l'humain. Les données recherchées diffèrent également beaucoup et l'expertise technique peut aller de très faible. Et il y a beaucoup, et c'est ça la problématique, il y a beaucoup d'attaques qui sont menées par des gens qui ont très peu de compétences parce qu'on peut se procurer sur les marchés clandestins des outils, des logiciels qui vont automatiser tout ça et qui vont mettre ça à la portée de n'importe qui et à des expertises très, très élevées. Un autre mythe que j'aimerais dissiper aujourd'hui, c'est celui du hacker solitaire, celui qui agit seul dans le sous-sol de sa maison ou chez ses parents. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne dans la réalité. Dans la réalité, les hackers sont plutôt organisés de façon très sociale. Les hackers contemporains ne sont pas du tout des autistes ou des gens qui sont inadaptés socialement. Ce sont au contraire des gens, en tout cas ceux qui réussissent, ceux qui sont performants, comme on dit en criminologie, sont des gens qui fonctionnent beaucoup par projet. Alors, ils ont adopté toutes les techniques développées par les gourous du management ou par les startups. Donc, ils sont organisés par projet, ils automatisent et ils industrialisent leurs attaques. Le seul problème qu'ils ont quand même aussi des défis, ils n'ont pas que des avantages, ils ont aussi un problème de gestion de la confiance. C'est-à-dire que, contrairement aux délinquants plus traditionnels qui se côtoient physiquement au quotidien et donc qui peuvent évaluer la fiabilité respective des uns et des autres via le bouche à oreille, eux, très souvent, quand ils collaborent et qu'ils travaillent ensemble, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés et ils n'ont aucun moyen de pouvoir se rencontrer physiquement et de faire pression les uns sur les autres s'ils ne respectent pas leur part du marché. Donc, en criminologie, la façon dont on formule ça, c'est que le coût de la tromperie et de la défection pour les participants à ces activités de cybercriminalité est complètement négligeable. Alors, là où, dans le domaine, par exemple, du trafic de drogue, là où la mafia venait vous casser les jambes si vous n'aviez pas payé la marchandise que vous aviez achetée en gros, la drogue que vous aviez achetée en gros, où on venait menacer votre famille ou vos proches, là, vraiment, c'est impossible. Donc, on doit développer, les cybercriminels doivent développer de nouveaux registres de collaboration délinquante et c'est quelque chose qui n'est pas forcément à la portée du premier venu et qui explique pourquoi on n'est pas non plus dans une situation qui est aussi catastrophique que cela et on n'est pas enseveli non plus sous des actes de cybercriminalité qui empêchent finalement toutes les plateformes numériques de fonctionner. Très souvent, je parlais du fait que les cybercriminels sont des adeptes de toutes les grandes théories du management et donc l'une d'entre elles, c'est celle de la division du travail et donc ce sont des groupes qui ont raffiné vraiment l'art de la division du travail et qui se répartissent les tâches en fonction des compétences respectives des uns et des autres. Alors, vous avez tout à fait au bas de la pyramide ce qu'on appelle les mules ou les gens qui vont être spécialisés dans le transfert de fonds, donc qui vont recueillir les virements qui sont faits par les victimes vers les supposés princes nigérians ou les gens qui vont leur promettre d'avoir gagné à la loterie de Microsoft ou de Facebook ou d'avoir gagné des iPhones, je ne sais pas, on est rendu à quoi, 13, 14, non, 10 je pense, ou 11 gratuits. Et au sommet de la pyramide, vous allez avoir des administrateurs ou des programmeurs qui vont être en mesure de développer des logiciels d'infection, des rançongiciels très sophistiqués qui vont échapper à la vigilance des entreprises d'antivirus.
Et vous avez entre les deux tout un tas d'intermédiaires, de gens qui vont se spécialiser dans le service à la clientèle, par exemple. C'est très particulier, les hackers, les pirates, entre eux, ils s'offrent des services de soutien technique disponibles 24/7, extrêmement performants, et ce sont des arguments commerciaux, de marketing qu'ils utilisent. Donc, ils développent vraiment toute une infrastructure criminelle, mais qui est inspirée directement des infrastructures qu'on va retrouver pour des entreprises tout à fait légitimes. C'est vraiment surprenant. Oui, allô. Oui, Allô. Monsieur Benoît, oui, allô. Je crois que je me suis fait arnaquer. C'est pas un téléphone intelligent. Mais vous êtes un hacker? Non, je viens de subir une fraude au téléphone. Ah non, moi je ne peux pas vous aider. Moi je suis un service d'appel pour les hackers. Ah mince, je ne suis pas bon service. C'est pas le bon numéro. On se reparle dans un petit moment. Mince. Alors, ce qu'ont fait les hackers aussi, c'est ils sont engagés dans un mouvement de plateforme. C'est un barbarisme un peu, mais de plateformisation. C'est-à-dire que ils utilisent des plateformes qui sont, dans certains cas, les plateformes tout à fait légitimes que vous aussi et moi j'utilise. Donc, Facebook, Instagram, vous allez retrouver des groupes privés ou des groupes semi-publics de hackers qui vont s'échanger des numéros de cartes de crédit volées. C'est ce que vous avez sur la gauche de la diapositive. Et ils vont développer aussi leur propre plateforme criminelle sur le dark web en général, dans lesquelles ils vont s'acheter et se revendre des logiciels malveillants, des numéros de cartes de crédit ou des identités volées, des drogues, toutes les drogues possibles et imaginables, méthamphétamine, drogues synthétiques, de la cocaïne, de l'héroïne, du pot, tout ce que vous voulez, avec des qualités en général assez élevées, avec tout un tas de systèmes de points de réputation qui vous permettent d'évaluer la qualité des produits que vous allez acheter. Donc, on voit encore une fois que les cybercriminels sont capables d'une assez grande innovation et s'adaptent aux nouvelles opportunités que leur fournissent à eux aussi les géants du web. En termes de profit, est-ce que ça rapporte, Petula et Mélusine, je ne sais pas si vous considérez peut-être une reconversion dans la cybercriminalité à l'issue de cette présentation, mais peut-être pour vous aider à prendre votre décision avant de sombrer dans une vie de délinquance et peut-être de risquer l'incarcération, mais peut-être on a besoin de clowns en prison aussi, alors je ne sais pas. On y pense, on va y penser, monsieur Benoît. Oui. On va y penser, sérieusement. Oui. D'accord, c'est une piste. C'est une piste de réflexion. C'est une piste, on va la suivre. Oui. Alors, merci, voilà, monsieur Benoît. On est en train de se mettre en réseau. Oui. Alors, ça fait plaisir. Moi, je suis là pour... mafia. Je suis là pour vous aider, ça fait plaisir, n'hésitez pas. Merci, donc, merci de votre soutien. Merci, monsieur Benoît. Un petit tableau comparatif donc, réalisé par un collègue anglais, Mike Maguire, qui estime que pour les criminels traditionnels, il a utilisé des données de police et des données de renseignement criminel, et il a essayé d'évaluer combien pouvait gagner un délinquant traditionnel versus un cybercriminel sur une base mensuelle selon qu'il était performant, moyennement performant ou assez peu performant. Et on se rend compte que finalement, un délinquant traditionnel, et alors évidemment, je vous renverrai à l'étude complète parce qu'il y a tout un tas de petites notes de bas de page qui qualifient ces statistiques-là, mais quelqu'un de très performant dans le domaine des crimes traditionnels peut gagner jusqu'à 130 000 $ par mois, alors qu'un cybercriminel, en moyenne, gagnerait dans les 166 000 $. Donc, vous avez une plus-value quand même à opérer en ligne plutôt que hors ligne. C'est moins risqué, moins de risques d'arrestation, moins de risques de violence et aussi des profits supérieurs. Mais en même temps, ce ne sont pas non plus des profits, ce n'est pas du x4 ou du x10, c'est vraiment une prime à la cybercriminalité, mais qui n'est pas non plus si énorme que ça, parce que, évidemment, pour ceux qui veulent vraiment générer des revenus, vous avez aussi des dépenses qui peuvent être assez importantes à considérer. Donc, Petula, Mélusine, pensez-y bien avant peut-être de changer de carrière. Un développement assez récent
qu'on est en train d'observer depuis quelques mois, c'est l'automatisation. Alors, on parle beaucoup au Québec d'intelligence artificielle et de à quel point ça va révolutionner notre quotidien. Eh bien, ça va aussi révolutionner certainement le quotidien des cybercriminels. On voit de plus en plus d'exemples d'usage des principes de l'intelligence artificielle pour essayer d'automatiser les cyberfraudes ou les attaques cybercriminelles. Et donc, par exemple, un exemple concret dont ça peut se faire, c'est qu'on va programmer une intelligence artificielle qui va aller sur les profils de médias sociaux des victimes potentielles et qui va réunir de façon quasiment instantanée tout un tas d'informations sur vos habitudes de fréquentation d'une plateforme comme Facebook ou Instagram, par exemple, pour ne pas les nommer, et dans lesquelles on va analyser les heures auxquelles vous postez, les thématiques des sujets qui attirent votre attention ou qui vous intéressent à partir des images et des commentaires que vous faites vous-même sur les posts des autres et sur vos propres posts. Et on va utiliser toutes ces données, les gens qui constituent votre environnement. L'intelligence artificielle va analyser toutes ces données et va les utiliser pour façonner un message d'amorce de cyberfraude qui va être personnalisé par rapport à vos intérêts, à vos pratiques, à vos usages, et ce qui va faire en sorte que vos chances de répondre positivement à cette amorce de cyberfraude vont être bien plus élevées que si vous avez envoyé, si les fraudeurs vous avaient envoyé un message générique. Donc on va voir se multiplier dans les prochains mois et les prochaines années ce type d'usage d'intelligence artificielle pour attaquer les individus. Ça existe déjà pour attaquer les organisations. Les gouvernements de certains pays que j'ai déjà nommés s'en servent déjà pour aller beaucoup plus vite, pour identifier dans une fraction de seconde les vulnérabilités des systèmes de leurs cibles. Mais on va voir ça maintenant se répandre aussi beaucoup parmi les cybercriminels qui ciblent des victimes individuelles. On pourra en reparler dans quelques années et vérifier si ma prédiction va se réaliser ou si au contraire, c'était peut-être un petit peu excessif et de l'ordre de la paranoïa. Donc ça, c'est vraiment encore une fois un survol de qui sont les cyberdélinquants. Maintenant, il y a une troisième, dans le triangle du crime, il y a les systèmes de cybercrime, il y a les systèmes, il y a les attaquants, mais il y a une catégorie de protagonistes dont on parle beaucoup moins en tant qu'individu et dont on parle beaucoup moins en termes de besoins, ce sont les victimes de la cybercriminalité. J'aimerais passer quelques moments là-dessus parce que depuis quelques temps, des recherches nous montrent que leurs besoins sont pas mal plus complexes que ce qu'on imaginait, y compris dans les cas de cyberfraude, et que la réponse qu'on apporte à ces besoins-là reste encore très insatisfaisante. Alors, ce que des recherches récentes nous indiquent, et là, je vais parler majoritairement des victimes de cyberfraude parce que ce sont elles qui représentent la grande majorité des victimes qui subissent un préjudice financier, mais aussi un préjudice tout court, en volume, pas en gravité, mais en volume. Et on s'est rendu compte que les impacts sur les victimes de cyberfraude qu'on pensait être presque exclusivement de nature financière sont en fait beaucoup plus, ressemblent beaucoup plus aux impacts des autres types de victimes et des victimes traditionnelles. Et donc, les victimes de cyberfraude subissent également des préjudices psychologiques, physiologiques et relationnels qui sont extrêmement sérieux et qui sont beaucoup plus répandus que ce qu'on imaginait par le passé. Donc, une victime de cyberfraude qui perd quelques centaines de dollars, qui se fait persuader d'envoyer de l'argent dans le cadre d'une fraude sentimentale à l'étranger à une supposée petite amie ou un supposé petit ami. Ce n'est pas uniquement la perte financière qui va l'affecter, mais également des symptômes d'ordre psychologique avec lesquels elle va devoir vivre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, qui vont de la perte d'estime de soi à la colère, la peur, dans certains cas extrêmes, les pensées suicidaires. Et une étude qui vient de paraître aux États-Unis indique que les victimes de ces cyberfraudes
les victimes touchées par les cyberfraudes les plus graves. Donc, on estime les gens qui perdent plus de 20 000 $ dans le cadre de ces fraudes. 75% d'entre elles vivent des impacts psychologiques qui se rajoutent aux impacts financiers et que 50% d'entre elles ont également, sont confrontées à des impacts physiologiques découlant directement de ces cyberfraudes, qui notamment concernent des pertes de sommeil, des consommations accrues d'antidépresseurs, parfois des idées suicidaires, mais qui vont être mises en œuvre. Donc nous, on a interviewé avec mes étudiants des victimes dont certaines avaient commis des tentatives de suicide et qui avaient perdu de l'argent à l'origine. Donc on pourrait être tenté de minimiser un peu le préjudice pour ces victimes-là, mais pas du tout. Certaines d'entre elles ont été plongées dans un profond désarroi et ont été poussées, dans certains cas, ou ont été tentées par le suicide. Et dans certains cas aussi, ce qui est assez surprenant, mais qui découle du stress finalement que vivent ces victimes, on se rend compte que pour les plus âgés, il y a une aggravation statistiquement significative des risques d'accidents cardiovasculaires. Donc on voit que de devenir victime de cyberfraude ou de cybercrime, ça peut radicalement changer votre vie, ça peut radicalement changer votre vision, votre quotidien sur un plan financier, psychologique, mais aussi physiologique et relationnel. On se rend compte que ces victimes-là développent aussi beaucoup de problématiques à l'intérieur de leur couple ou à l'intérieur de leur famille, auprès desquelles des tensions peuvent survenir, surtout pour les victimes à répétition, et que également ça peut poser de nombreux problèmes dans le milieu de travail ou pour la poursuite des études. Donc on voit qu'on commence tout juste à toucher du doigt la sévérité, la gravité de ces incidents qu'on avait tendance par le passé à minimiser un petit peu. En termes de besoins, ces victimes-là ont, de la même façon, ça reproduit les schémas des besoins des victimes de crimes traditionnels, mais ont 6 grandes catégories de besoins auxquels on doit essayer de répondre. Des besoins émotionnels, c'est-à-dire d'être reconnu en tant que victime. Très souvent, les victimes de cyberfraude ont beaucoup de difficultés à être prises au sérieux, notamment quand elles vont déclarer l'incident dont elles ont été victimes à la police, parce que les policiers leur font sentir de façon plus ou moins délicate que finalement, ils ont des choses un petit peu plus importantes à faire et les reconnaître en tant que victimes pourrait contribuer énormément à améliorer leur bien-être psychologique et émotionnel. Les besoins en lien avec les procédures criminelles sont aussi très, très forts. L'accès à la réponse policière, on l'a vu avec 99,9% de chiffre noir de la délinquance en cybercriminalité, on est très, très loin d'une réponse policière satisfaisante. Mais lors des procès, pour les rares qui ont la chance que leurs affaires aboutissent à des procès, on voit que les besoins d'information sont très importants et sont très rarement assouvis. Les besoins en information, non seulement sur les types de fraude et les stratagèmes dont elles ont été victimes. Il y a beaucoup de victimes auxquelles on a parlé qui n'arrivent juste pas à comprendre comment elles ont pu être victimisées. Donc très souvent, une des premières étapes, c'est d'essayer de leur expliquer dans un langage très clair qu'est-ce qui s'est passé et comment elles ont pu être victimisées, que ce soit l'infection de leur système, comment le pirate, par exemple, a pu télécharger et installer un logiciel malveillant sur leur machine, ou comment le pirate a pu, ou le cybercriminel a pu les convaincre de se départir de sommes parfois considérables. Donc juste le besoin d'information et d'explication est très marqué, exprimé très souvent, mais très rarement rencontré par les divers organismes auxquels ils ont affaire. Il y a des besoins pratiques, dans certains cas, par exemple, le besoin de restaurer son dossier de crédit, de faire geler son dossier de crédit. Il y a des besoins financiers, en général, ce sont plutôt les institutions financières qui se chargent de cet aspect-là, et des besoins primaires. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de cas de violence conjugale qui sont facilités par certains actes de cybercriminalité. Une victime de violence conjugale, vous avez beau lui expliquer comment son ex-conjoint
a pu installer un logiciel de géolocalisation à son insu sur son téléphone. Ce qui l'intéresse encore plus, c'est de récupérer l'accès à son téléphone, surtout si elle a des revenus modestes et qu'elle n'a pas les moyens d'aller s'en acheter un autre. Comment elle peut, continuer à utiliser son téléphone intelligent ou pas intelligent en toute confiance, et comment elle peut récupérer un accès sécuritaire à son téléphone intelligent ou à son ordinateur pour, par exemple, continuer à travailler ou pour continuer à interagir avec son cercle de soutien. Ben, qui offre ce type de service? Ben, à l'heure actuelle, personne, ou très peu d'organismes. Donc, on a tout un questionnement à se poser sur la manière dont on doit justement aider, accompagner et soutenir les victimes. Et je n'ai pas le temps de passer sur cette diapositive avec autant de détails que je le souhaiterais, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les constats qui sont dressés à l'heure actuelle dans les pays dans lesquels on mène ces recherches sont qu'il y a très peu de guichets ou très peu d'organismes qui offrent aux victimes de cyberfraude le soutien et l'accompagnement qu'elles sont en mesure d'attendre, et que je pense on pourrait améliorer grandement la situation en leur offrant des réponses personnalisées, sur mesure à ce type de besoin. La réponse policière, qui serait en théorie la manière qu'on a choisi dans nos sociétés occidentales de répondre à ces cas, à ces problèmes criminels, en ce moment, fait un petit peu défaut. Vous avez peut-être vu il y a 2 jours qu'un comité qui avait été nommé par Madame la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, avait été déposé, et qu'il faisait le constat justement que les organisations policières québécoises, mais je vous rassure, c'est le cas à l'échelle internationale, ont beaucoup de problèmes à répondre à ce type de problématiques. Pourquoi? Je vais passer rapidement parce que je vois que le temps file, mais parce que tout simplement, les organisations policières n'ont pas suffisamment de ressources pour former des enquêteurs spécialisés ou des policiers en uniforme qui maintenant, très souvent, sont les premiers à être confrontés aux victimes qui désirent porter plainte, pour celles qui le souhaitent, et que les enquêteurs et les policiers en uniforme ne disposent pas des formations ou de l'expertise suffisante pour aider les victimes et pour mener ce type d'affaires et d'enquêtes, que les unités d'enquête spécialisées, quand elles ont des ressources, ont beaucoup de difficultés à connecter avec, par exemple, des procureurs de la couronne ou avec des juges qui sont capables de comprendre et d'accompagner ce type de dossier, parce que le système judiciaire lui-même a un déficit de ressources qui permettrait d'avoir une chaîne intégrée de prise en charge de ces cybercrimes, parce que aussi les délinquants disposent de certaines technologies qui vont rendre les enquêtes plus complexes, et notamment, je pense, aux technologies de cryptage, et parce que des stratégies de travail en réseau ou d'acquisition d'expertise et de ressources humaines provenant du secteur privé sont confrontées à beaucoup de blocages au sein des institutions policières qui rendent leur mise en œuvre assez difficile. Alors, ça explique pourquoi les services de police éprouvent encore en 2021, alors que ça fait 25 ans que l'Internet s'est démocratisé et que ça fait 25 ans donc que la cybercriminalité croît d'année en année, mais les services de police ont toujours beaucoup de difficultés à répondre de manière satisfaisante aux besoins des victimes et à ces affaires qui prolifèrent. Et un petit exemple rapide pour illustrer ce cas-là, sur cette diapositive, sur la moitié gauche, vous avez une capture d'écran un ministère de la Sécurité publique que je ne nommerai pas et qui dispense des conseils pour se protéger contre la fraude dans un contexte de Covid-19, avec une présentation assez aride du texte. Et je n'ai pas accès aux statistiques, mais je peux imaginer que si quelques centaines de personnes ont été intéressées par ce type de présentation, ça serait bien le grand maximum. Et sur la droite de la diapositive, vous avez la page YouTube d'un YouTuber professionnel qui s'appelle Sandoz, qui est français. Et lui, il se spécialise dans la chasse aux cybercriminels. Donc, il réalise des vidéos assez amusantes, d'ailleurs très humoristiques, dans lesquelles il piège des cybercriminels dans le monde entier. Et en direct, il efface leur ordinateur, il essaye de protéger les victimes. Et certaines de ces vidéos ont été visionnées plusieurs millions de fois.
Et donc, on aurait certainement une réflexion à mener sur la manière dont on peut utiliser ces expertises bénévoles, enfin bénévoles, évidemment, eux, ils font ça, il faut qu'ils génèrent aussi des revenus, ces youtubeurs, mais quelque part, ils accomplissent aussi une mission de bien commun et on pourrait certainement s'inspirer de ce qu'ils font et travailler, imaginer des façons de travailler avec eux qui pourraient être très productives parce qu'ils arrivent à rejoindre des quantités phénoménales de victimes potentielles qu'ils arrivent à éduquer et qu'ils arrivent à sensibiliser. Donc, je pense que ça nous illustre un petit peu, pour moi en tout cas, c'est très symbolique du décalage entre les compétences et les capacités que les services de police peuvent mobiliser et ce qui existe par ailleurs dans le secteur privé ou dans le secteur bénévole ou auprès d'individus qui ont développé des expertises très intéressantes. Ça m'amène à vous parler d'un projet, et je vais bientôt terminer, un projet qui est très cher à mon cœur, qui est celui de la clinique de cybercriminologie que je développe avec des étudiants à moi à l'école de criminologie à l'Université de Montréal, qui essaye d'offrir en ligne à des victimes québécoises, et en français donc, un service d'accompagnement continu, d'information et d'aiguillage et d'orientation pour les victimes de cyberfraude et de cybercriminalité. Et notre mission sera de mobiliser des étudiants passionnés par la cybercriminalité, des étudiants bénévoles qui ont envie d'aider les victimes, qui ont suivi évidemment des cours de relations d'aide, des cours de cybercriminalité, et de les aider à outiller les victimes de cyberfraude pour les accompagner, mais aussi de faire en sorte que ces victimes-là puissent contribuer sur un forum en ligne et ne pas se cantonner à leur statut de victime, mais une fois qu'elles ont mieux compris ce qui leur était arrivé, qu'elles ont un peu surmonté l'incident dont elles ont été la victime, qu'elles puissent contribuer et se détacher un peu de ce statut de victime pour devenir des contributeurs ou des contributrices et qui vont aider d'autres victimes potentielles ou actuelles, et donc de créer une espèce de spirale vertueuse dans lesquelles les victimes vont pouvoir s'entraider entre elles pour essayer d'obtenir un effet d'échelle et de masse et éventuellement d'aider le plus de monde possible. Si vous êtes intéressé, merci de me contacter. Alors, en ce qui vous concerne maintenant, il me reste 2 ou 3 minutes. Je sais que je suis en train d'empiéter sur le temps des questions, alors je vais conclure rapidement. Vous, dans vos organismes, en tant qu'individu, en tant que médiateur, il y a certainement aussi des bonnes pratiques que vous pouvez adopter. Ces bonnes pratiques-là, c'est parfois difficile de s'y retrouver dans les listes interminables de conseils que vous allez retrouver en ligne. Alors moi, je vous renverrai vers 2 sites qui me semblent particulièrement bien faits et particulièrement utiles. L'un d'entre eux est le site qui s'appelle pensercybersécurité.ca. C'est un site du ministère de la Sécurité publique du Canada et du Centre canadien de la cybersécurité, qui vous explique dans un langage non technique et très clair quoi faire pour protéger vos appareils, protéger vos réseaux et protéger vos données. Et ce sont des contenus très accessibles, très intéressants en français ou en anglais. Vous allez retrouver, vous pouvez suivre aussi cette campagne nationale qui se déroule toute l'année sur les plateformes de médias sociaux habituelles, donc très intéressant. Si vous voulez suivre des formations en ligne gratuites, un petit peu plus techniques et développées, je vous renverrai vers un site que mon équipe a développé depuis quelques années qui s'appelle cybersec101.ca. Et avec mon accent, attention, ce n'est pas avec un X, c'est bien avec un C, cybersec101.ca, dans lequel on a créé 11 modules de formation gratuits qui vont vous permettre, avec divers niveaux de détails, qui vont vous permettre d'en apprendre plus sur les grands concepts de la cybersécurité, mais aussi de façon très concrète et très pratique, comment naviguer en sécurité en ligne, comment adopter des bonnes pratiques de sélection de mots de passe, d'utilisation du courriel, de sauvegarde de vos données, de maintien de votre ordinateur en bon état. Et je vais m'arrêter là parce que je pense que ce serait très intéressant de continuer à échanger. Pétula et Mélusine, je pense, ont aussi des choses très intéressantes à nous dire, des réactions intéressantes. Alors, une liste de 10 pratiques prioritaires à adopter, mais je transmettrai ça à l'équipe d'Equijustice qui pourra vous
vous les relayez. Puis de toute façon, je mettrai ma présentation PowerPoint à votre disposition, mais je pense qu'avec le temps qui file, ça serait plus intéressant de laisser la parole à Mélusine et Pétula et puis à vos questions plutôt que moi de continuer à parler. Ça fait déjà suffisamment longtemps que je parle. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je ne peux pas vous voir. J'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir la période de pause pour discuter entre nous, mais je pense que j'ai assez déblatéré. Merci beaucoup. Et Pétula, Mélusine, la parole est à vous si vous n'êtes pas rendu déjà en train de frauder des gens. Et puis, j'attends vos questions. Non, monsieur Benoît, d'abord, c'est les questions. C'est les questions, oui. Et les réponses. Et les réponses, du coup. Vous allez encore parler. Je suis désolée, mais vous allez encore parler. Allons-y pour les questions. C'est bon. Allons-y pour les questions. Vous m'entendez? Oui, Catherine, on t'entend Oui. très bien. Parfait. Alors, Monsieur Dupont, il y a Hervé Carré qui indique « La ville d'Angers a subi une telle attaque en décembre 2020. La cellule française de lutte contre la cybercriminalité refuse de transmettre les informations sur les auteurs et recommande de refuser de négocier. Faut-il négocier avec des criminels ?» Alors, ma réponse va commencer par un dicton qu'on utilisait chez moi dans le sud-ouest de la France et qui dit qu'en général, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est-à-dire que les gens qui donnent des conseils sont souvent très bien intentionnés, mais ce n'est pas eux qui se retrouvent à gérer les problèmes au quotidien. Et donc, moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Je suis tout à fait au courant que les services de police conseillent en général de refuser de payer. Mais en même temps, moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Vous, en tant que municipalité ou en tant qu'organisme rattaché au système informatique de la ville d'Angers, vous devez continuer à offrir vos services à vos citoyens, à vos clients. Et moi, mon conseil, c'est évidemment de payer parce que les cybercriminels, ils vont vous redonner, la grande majorité d'entre eux, là, les quelques études dont on dispose, les données probantes, c'est que dans 80% des cas, les cybercriminels, contre paiement d'une rançon, vont vous restituer l'accès à vos données parce qu'eux, ils ont intérêt à ce que leur réputation les précède et que les gens soient persuadés que s'ils payent, ils vont regagner accès à vos données. Par contre, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de négocier. Parce que comme vous êtes une municipalité, certainement qu'ils pensent que vous avez les poches bien plus profondes que ça n'est le cas en réalité. Et donc, les cybercriminels sont des gens, eux aussi, très pragmatiques et ils vont certainement négocier avec vous et vous pourrez certainement obtenir une réduction de la rançon initiale. Dans certains cas, on a vu, dans le dernier cas, par exemple, très médiatisé des pipelines, la rançon initiale exigée était de, si ma mémoire est bonne, de 15 millions. Ils ont réussi à s'en tirer pour 4,5 millions. Donc, vous pouvez négocier une réduction de rançon certainement divisée par 2 à 3, ce qui reste, je suis tout à fait conscient, un montant considérable. Mais moi, je ne suis pas un policier. Moi, je vous conseillerais de payer. Ça va vous simplifier considérablement la vie. Sinon, c'est la perte de vos données. Si vous ne les aviez pas sauvegardées, ça me semble être un coût largement supérieur de reconstitution des systèmes et de récupération des données à la rançon qui est exigée de vous. Ce n'est pas très moral, je suis tout à fait d'accord. Hein. Ce n'est pas une réponse morale, c'est une réponse pratique et concrète. Merci. Alors, il y a Lorraine Racine qui indique « Souvent, les criminels font preuve de créativité et sont en avance sur les lois. Où en est la législation sur la cybercriminalité ?» Bien, les législations, effectivement, sur la cybercriminalité sont toujours en retard, mais c'est le cas de toutes les législations en général. De toute façon, c'est le propre du droit de considérer, de peser le pour et le contre avant de se traduire en dispositif législatif. Donc, je ne sais pas si la question qui m'est posée par Madame Racine vient avec un nom de famille comme ça. J'imagine que ça vient plutôt du Québec que de la France. Je sais qu'on a une audience très, très internationale aujourd'hui, mais on a des lois quand même qui sont tout à fait adéquates au Québec et enfin, au Canada, parce que c'est le code criminel. Le problème ne vient pas tant des lois ou des dispositifs législatifs, c'est plutôt nos capacités techniques et humaines à les faire appliquer et à se doter d'enquêteurs, de procureurs et de juges qui sont capables
de mener les enquêtes et de les mener à terme et d'essayer de faire condamner des gens. Et le deuxième obstacle majeur, ce n'est pas non plus la législation, c'est le fait que ces cybercriminels, ils sont en général éparpillés à l'échelle de la planète entière. Et donc, ça nécessite énormément de coopération internationale, judiciaire, et ce n'est pas toujours très facile de faire arrêter et de faire extrader des délinquants des pays d'Europe de l'Est ou des États-Unis ou d'autres pays vers le Canada. Mais le problème est, selon moi, moins un problème de législation qu'un problème des moyens disponibles pour mettre cette législation en œuvre. Vous aviez raison, Madame Racine a précisé qu'elle était québécoise. Alors, vous parliez tout à l'heure des impacts des victimes. Kim Roy se demande, quelqu'un victime d'un cybercrime qui souhaite porter plainte à la police doit s'attendre à quoi comme démarche, investissement en temps? Alors, ça dépend de la gravité ou de la sévérité du cybercrime que cette personne-là va porter à l'attention de la police. Si c'est un cybercrime, une cyberfraude par exemple, pour un montant de quelques centaines de dollars ou quelques milliers de dollars, malheureusement, en termes d'interaction avec la police, ça va être assez bref, parce que les policiers vont lui faire probablement comprendre d'une façon plus ou moins délicate et polie que ça va mener probablement nulle part et qu'ils n'auront pas suffisamment de renseignements pour ouvrir un dossier d'enquête. Donc la personne va rentrer chez elle et va être certainement donc assez déçue et ça va s'arrêter là en termes de temps. En termes de temps, par contre, pour régler le problème, parce que ce problème-là ne va pas s'arrêter à la simple déclaration à la police, mais va impliquer aussi parfois de régler et de nettoyer le dossier de crédit, de clarifier la situation avec plusieurs institutions financières dans certains cas, donc de passer quelques heures au téléphone. Alors, en moyenne, pour les cybercrimes de fraude, en moyenne, on peut s'attendre à une quinzaine d'heures que la victime va devoir consacrer de son temps personnel pour essayer de redresser la situation. Mais c'est une moyenne et il y a énormément de variations. Et moi, avec mes étudiants, on a rencontré des victimes qui, ça faisait plus d'1 an qu'ils étaient impliqués dans des heures et des heures et des heures au téléphone, à essayer, parce que les cybercriminels, en fait, se refilaient l'identité de la victime et recommettaient des vols d'identité à répétition. Et donc, la victime était constamment en train d'essayer c'était un peu le jeu du chat et de la souris. La victime était constamment en train d'essayer de maintenir l'intégrité de son identité. Et donc, vous pouvez comprendre que dans ces cas-là, c'est épuisant pour les gens et c'est très stressant, c'est très déprimant. Donc, c'est très variable, mais en moyenne, je vous dirais une quinzaine d'heures dont la majorité sera consacrée à interagir avec des institutions financières, avec des organismes publics et avec des bureaux de crédit. Merci. Un spectateur anonyme demande si les cybercriminels sont-ils des généralistes? Est-ce qu'ils font aussi d'autres sortes de délits ou sont plutôt des spécialistes en la matière? Il continue la question en demandant si finalement ces délinquants, est-ce qu'ils se risquent à commettre d'autres crimes contre la personne? Ça, c'est une excellente question. On pensait à l'origine, on avait cette idée que les cybercriminels étaient des gens qui étaient en général pas impliqués dans des formes plus conventionnelles de crimes. Et à l'aune des études récentes qui ont été menées, on se rend compte que c'est assez faux finalement comme intuition et qu'il y a beaucoup de recouvrements entre les cybercriminels et les criminels traditionnels. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que les criminels engagés dans des carrières criminelles traditionnelles se rendent compte que c'est tout aussi profitable, si ce n'est plus profitable, comme je l'ai montré, et beaucoup moins risqué. Beaucoup moins risqué en termes d'interpellation par la police, beaucoup moins risqué en termes d'interaction violente avec d'autres groupes criminels. Et donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'interactions entre le crime conventionnel et le cybercrime. Et moi, je suis en train de me demander même si ça a encore un sens de parler de cybercriminalité ou si on ne devrait pas prendre acte du fait que tous les crimes maintenant ont une composante numérique et une composante technique. On l'a vu dans le cas des violences conjugales, mais on le voit certainement dans toutes les autres formes de délinquance.
Et donc, est-ce que c'est vraiment toujours aussi utile pour communiquer, pour réfléchir, pour intervenir, d'utiliser ce terme de cybercriminalité, de cybercriminel, ou est-ce qu'on devrait juste les désigner comme des criminels qui font appel à des outils numériques d'une façon plus intensive que des criminels dans la rue ou des criminels qui se spécialisent dans le trafic de drogue ou dans le trafic d'êtres humains ou dans d'autres types de délinquance. Donc, une prof d'université, les réponses, là, des fois, à des questions très simples et très courtes peuvent durer des heures, mais ma réponse, c'est que ce sont maintenant des généralistes et qu'ils sont à cheval entre les crimes conventionnels et les cybercrimes. Merci. Anne-Marie Lessard, s'il s'agit souvent de plusieurs petites fraudes qui, prises individuellement, ne valent pas la peine d'être enquêtées, est-ce qu'il s'agit d'un problème sans solution? Alors non, moi je suis fermement convaincu qu'on n'est pas sans solution, on n'est pas démunis. On a juste besoin d'imaginer des solutions nouvelles pour intervenir. Et moi, l'analogie que j'utilise, c'est que les organisations policières, à l'heure actuelle, sont organisées pour répondre à des problèmes de délinquance de la société industrielle, donc de la révolution industrielle, de la fin du 19e siècle. Et on a besoin de réimaginer la structure et les méthodes d'intervention des services de police, mais de tout le système pénal pour une société numérique. Et donc, ça veut dire, par exemple, que comme l'indique Madame Lessard, il faut que les services de police locaux, municipaux, provinciaux et fédéraux mettent en place des structures de collaboration qui leur permettent justement de centraliser ce renseignement sur ces petites fraudes qui ont l'air anodines de quelques centaines de dollars pour essayer d'identifier les auteurs de ces fraudes qui, eux, gagnent des millions de dollars en cumulant ces milliers de fraudes pour justement les frapper, prioriser les interventions. Et ça, je peux vous rassurer, il y a déjà des initiatives qui sont mises en œuvre au niveau fédéral avec la GRC et dans le mémoire, enfin, le rapport qui a été déposé il y a 2 jours au Québec, le ministère de la Sécurité publique du Québec envisage aussi, alors je ne sais pas si ça ira de l'avant ou pas, parce que certaines des recommandations ont déjà été écartées, mais celle-là, la ministre ne s'est pas prononcée, mais envisage déjà la création d'une équipe intégrée provinciale qui pourrait justement centraliser toutes ces informations individuelles et mettre en place des équipes d'enquête qui cibleraient les fraudeurs à gros volume pour justement dépasser ces petites fraudes individuelles que vous avez raison, hein, Madame Lessard, les services de police municipaux, ils n'ont aucun intérêt, ils ont autre chose à faire. Mais néanmoins, ce n'est pas pour ça qu'il faut se désintéresser des auteurs et qu'on ne peut pas les neutraliser. Et il y a des initiatives, le Europol en Europe rencontre également énormément de succès là-dedans. Et on a plein d'histoires de réussites d'enquêtes qui ont réussi à mettre hors d'état de nuire ces fraudeurs-là. Mais il faut travailler en réseau, il faut se coordonner selon des modalités différentes de ce que les organisations policières sont habituées à mettre en œuvre à l'heure actuelle, ou en tout cas, il faut intensifier cette collaboration-là. Merci. Alors, il y a Éric Aubin qui vous demande, selon vous, lorsque l'on intervient auprès des victimes de cybercriminalité, est-ce important de faire nos interventions en présentiel au lieu d'utiliser les technologies de communication? Alors, je pense que la fin de votre question a été brouillée pour moi, mais je pense que c'était les technologies de communication qui étaient le terme. Alors, encore une fois, ça dépend. Je pense que pour une majorité de victimes, je pense qu'on peut le faire très bien en ligne parce que ce que certaines de ces victimes attendent, c'est qu'on les considère, qu'on les reconnaisse comme des victimes, et on peut très bien reconnaître quelqu'un comme une victime en ligne, qu'on les écoute, qu'on leur donne parfois des conseils, des explications sur ce qui s'est produit, et ça, on peut très bien le faire en ligne. Maintenant, il y a des victimes aussi dont les besoins sont beaucoup plus importants parce que leur détresse, leur niveau de détresse est beaucoup plus prononcé. Et je pense que ces victimes-là, elles ont certainement besoin d'un accompagnement en présentiel, d'un suivi qui est beaucoup plus serré pour éviter justement qu'elles envisagent le pire. Et je pense que moi, des modalités de réponse graduelle me semblent préférables parce que vous avez vu au début de ma présentation les statistiques, ce sont des centaines de milliers de victimes et en présentiel, on n'arrivera pas à offrir à tout le monde
de l'accompagnement et de l'assistance. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec la clinique. Il faut qu'on essaye de trouver des moyens de bénéficier. Et puis, je pense que Madame Brière, qui va me suivre, va me présenter tous les bénéfices. La technologie, elle nous offre des bénéfices immenses. Et c'est un peu ça aussi mon message. Ce n'est pas que vous ayez peur et ce n'est pas anti-technologie. La technologie peut nous offrir, de la même façon qu'elle offre aux cybercriminels des atouts énormes, mais elle peut nous offrir, elle peut vous offrir à vous en tant qu'intervenant auprès des victimes, des ressources incroyables pour rejoindre des dizaines de milliers de victimes. Il faut s'en servir, mais il faut aussi être capable de savoir quand basculer d'un mode en ligne vers un mode hors ligne. Et ça, je dois vous dire qu'on a très peu de modèles à l'heure actuelle. Et donc, si ça vous intéresse, Monsieur Aubin, je pense que tout reste à inventer et vous pouvez être un innovateur dans ce domaine-là. Et je vous invite à rester en contact avec moi parce que si vous êtes intéressé par ça, si vous avez des idées, moi, je pense qu'on peut échanger et ce sera très, très productif. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, très bien. Bon, alors merci. Emmanuel Labrie se demande si votre projet de service d'accompagnement des victimes de cyberfraude est déjà sur pied. Alors, oui, il est déjà sur pied, mais on est à l'étape de la planification. On a recruté nos étudiants bénévoles, on les a sélectionnés, on avait beaucoup d'intérêt, donc on a dû malheureusement en écarter une grande partie. Donc, on progresse, on est en train de les former, de leur dispenser une formation complémentaire. On est en train de mettre sur pied notre plateforme et on espère être capable de lancer notre phase de alpha testing pendant le mois d'août et le bêta testing en septembre avec un lancement quelque part à l'automne. Mais vous comprenez que ça représente une infime partie. C'est ce qu'on fait sur notre temps libre, en fait. Aucun d'entre nous, ni les étudiants, ni moi, c'est notre activité malheureusement essentielle. On l'aimerait, mais ce n'est pas le cas. Et donc, on fait ça à nos heures perdues. Donc, on se donne le temps nécessaire pour bien faire ça. Mais on pense être en mesure de lancer ça à l'automne. Automne 2021, j'espère. Merci. Alors, Grégory Bach se demande si, en ce qui concerne l'intervention, est-ce qu'il faut changer le milieu éducationnel pour aller vers une approche moins théorique et pouvoir mieux atteindre le public? Oui, moi, je pense que c'est effectivement, c'est le constat et je suis à crève. Moi-même, je suis biaisé, je suis un universitaire, donc j'aimerais bien pouvoir sensibiliser le public avec des articles de 20 pages et des bibliographies de 150 références, mais ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à avoir un impact. Moi, je passe des heures à écouter les YouTubeurs et ma fille aussi, alors je lui dis à elle de ne pas le faire, mais moi, je le fais en cachette pour essayer de trouver un peu les mécanismes qui font en sorte que les YouTubeurs, par exemple, arrivent sur des thématiques parfois extrêmement techniques à rejoindre des millions de personnes. Comment les influenceurs sur les plateformes de médias sociaux peuvent rejoindre aussi des gens d'horizons très différents. Moi, je crois que si on veut avoir de l'impact, si on veut changer les choses de façon durable, il va falloir qu'on s'inspire de ce que font ces YouTubeurs, ces influenceurs, des moyens que la technologie met à notre disposition, de ce que certains de mes collègues dans la Silicon Valley appellent les techniques de persuasion aussi, le nudging, la psychologie, pour justement arriver à rejoindre les gens, à les persuader et aussi à changer leur comportement, parce que c'est de ça dont on parle. C'est les victimes existantes, c'est les accompagner, mais les victimes potentielles, c'est les persuader d'adopter des pratiques et donc de changer certains comportements qui vont les aider à mieux se protéger. Donc, mais vous avez tout à fait raison et je pense qu'il nous reste beaucoup de travail à faire pour ça. Merci. Alors, une autre question de Marc-Antoine Barrette. Connaissez-vous la proportion des hackers juvéniles adultes identifiés? Alors, c'est difficile d'établir cette statistique avec précision parce qu'on en arrête assez peu finalement de ces hackers. Mais je vous dirais que probablement à 90% d'entre eux, ils sont à cheval entre... ce sont des adolescents, on va dire. Alors, ce sont des adolescents en fin d'adolescence
ou de jeunes adultes, et ce sont quasi exclusivement des hommes. Mais je vous dirais, mettons 80%, je ne me tromperai pas, c'est la bonne vieille proportion là, de Pareto, mais je vous dirais que 80% d'entre eux ont probablement entre 16 à 25 ans. Et comme ce sont des hommes, donc avec un potentiel d'impulsivité, donc le profil d'un jeune homme entre 17 ans et 21 ans, par exemple, ce n'est pas si différent que ça en termes de profil psychologique, d'impulsivité et autres. Donc, cette proportion-là, adolescents, adultes, elle est assez méconnue parce que les arrestations ne sont pas en nombre suffisant. Mais je vous dirais que c'est ça, 80% du 16-25 ans. On parlait de l'âge des criminels. Il y a une question sur leur localisation. Avez-vous des données sur la géographie de la cybercriminalité? Quelle proportion est internationale versus le local? Et comment cela affecte la lutte contre ce type d'infraction? Alors, excellente question aussi. L'immense majorité des... donc, c'est comme monsieur l'a compris, je pense, c'est une criminalité transnationale, globale. Donc, vous avez des victimes au Québec dont les auteurs à l'origine de ces actes criminels sont basés, on va simplifier, mais on va dire majoritairement en Afrique de l'Ouest ou en Europe de l'Est. Mais vous avez aussi des cybercriminels très performants au Québec, mais qui vont cibler des victimes à l'échelle internationale. Donc, on a récemment, par exemple, arrêté un jeune homme à Gatineau, et ça revient aussi sur une des questions antérieures. Lui, il était connu antérieurement pour du trafic de drogue. Il avait été arrêté à Gatineau pour du trafic de drogue. Il a été arrêté il y a quelques semaines, et en fait, il s'était reconverti dans le rançongiciel, et à travers la chaîne de blocs, on avait pu retracer sa réussite criminelle, et il avait réussi à extorquer 15 millions de dollars à des victimes, mais dans le monde entier. Lui, il faisait des victimes aux États-Unis, et c'est probablement pour ça d'ailleurs qu'on l'a arrêté, parce que les Américains, le FBI et les services secrets américains devaient en avoir un petit peu marre de lui. Donc, ils ont mis des ressources considérables sur son dos. Mais donc, vous avez une espèce comment dirais-je, d'empilement dans lequel vous avez des victimes québécoises qui sont en grande majorité les victimes de fraudeurs basés à l'étranger, en Afrique de l'Ouest et Europe de l'Est. Donc, la nécessité pour les services de police québécois de collaborer avec la GRC, Europol, Interpol, les services de police africains. Il y a des agents de liaison en France qui travaillent, qui collaborent très, très étroitement avec les collègues policiers africains en Europe de l'Est, et des cybercriminels au Québec qui peuvent aussi être l'objet d'enquêtes menées par des services de police comme la Sûreté du Québec, le SPVM, la police de Québec, la police de Laval. Et vous avez des petits fraudeurs aussi québécois qui ciblent des victimes québécoises, principalement dans le domaine du vol de cartes de crédit, vol de cartes de débit. Donc, tout cela est très mélangé. Mais encore une fois, ça nous ramène à cette question de la coopération policière internationale pour mener des enquêtes. Et de la coopération, excusez-moi, je reviens, je vais terminer, la coopération bancaire aussi, parce que par exemple, dans le cas des rançongiciels ou d'autres fraudes, comme la fraude au président, vous avez des virements qui sont envoyés vers des pays comme la Chine ou Hong Kong et qui sont ensuite redistribués vers l'Europe de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Et on se rend compte que si les banques se rendent compte que si elles n'arrivent pas à bloquer ou à inverser le paiement dans un délai de quelques heures, c'est ensuite extrêmement compliqué de retrouver l'argent des entreprises parce qu'il s'évapore dans la nature, et qu'en Chine, par exemple, c'est très difficile d'avoir une coopération internationale. Pour continuer sur les accords, où il y a justement Laure Sabatier qui disait des actes de cybercriminalité sexuelle ont souvent lieu à travers plusieurs frontières, ce qui complexifie les solutions. Est-ce qu'il y aurait des accords internationaux pour faciliter l'aide à ce type de victimes? Oui, alors je peux vous confirmer qu'en ce qui concerne les victimes de crimes sexuels, particulièrement les mineurs, il y a une collaboration policière qui est extrêmement efficace parce que, évidemment, la sévérité des crimes explique qu'il y a une rapidité qui est mise en œuvre entre services de police, mais aussi de la part des prestataires
technologiques, que ce soit les grandes plateformes ou les prestataires, les hébergeurs Internet. Donc, il y a une réactivité pour les crimes sexuels, plus particulièrement pour les enfants. Là où on a des problématiques avérées et une grande frustration de la part des organisations policières en ce moment, c'est les crimes sexuels qui frappent les adultes ou les adolescentes, notamment les vidéos. Vous avez certainement suivi ça dans l'actualité avec Pornhub récemment. Donc, les vidéos intimes qui sont mises en ligne par d'ex-conjoints ou d'ex-partenaires sexuels à l'insu des victimes, mais dans lesquelles on présente les victimes comme étant consentantes. Elles l'étaient dans le cadre d'une relation intime au moment de la captation de la vidéo, mais évidemment, elles ne le sont plus au moment où la vidéo est diffusée. D'ailleurs, ces vidéos n'ont jamais été, dans l'esprit des victimes, faites ou consenties ou acceptées avec réticence pour être partagées. Et donc là, ces plateformes-là semblent avoir beaucoup de difficultés à se conformer aux demandes des services de police, et les services de police éprouvent énormément de frustration à interagir et à faire retirer ces vidéos qui sont constamment remises en ligne sur d'autres plateformes. Et là, il y a beaucoup d'améliorations à apporter et de la régulation à mettre en place. Et ça, ce n'est pas les services de police qui peuvent le faire, ce sont plutôt les autorités régulatrices. Et donc, il y a des débats aux communes en ce moment, au niveau fédéral, pour essayer de contraindre ces plateformes qui prêchent la vertu, mais qui en fait ont énormément d'améliorations à apporter à leur façon de fonctionner. Ce qui est assez surprenant, c'est que ces plateformes-là qui se revendiquent internationales, elles sont dans notre arrière-cour. Si vous prenez la 40, vous passez devant leur immeuble plusieurs fois dans la semaine. Et c'est quand même assez honteux, je trouve, qu'on n'en parle pas un peu plus et qu'on ne prenne pas des mesures un peu plus vigoureuses contre ces entrepreneurs-là. Monsieur Dupont. Alors, écoute, Benoît, ça fait quelques années, en tout cas, je me souviens quand je t'ai vu arriver à l'université, déjà tout jeune et très jeune, on se disait, qu'est-ce qu'il va devenir cet homme-là? C'est tout simplement impressionnant. De toute façon, j'ai eu la chance d'entendre tes choses auparavant. Ta contribution, elle est impressionnante, je suis certain. Je n'ai jamais vu autant de questions, jamais vu autant de questions dans un webinaire. J'ai même eu des questions qui sont passées par Messenger et par texto qu'on voulait que je t'adresse. Alors, tu vois, il y a des gens qui essayaient de contourner, qui ont compris le numérique. Je dirais même que tu es un professeur universitaire numérique, à l'ère numérique. Et je vais quand même prendre le message parce que tu parles de la police. Tu parles de la police qui est à l'ère industrielle, mais je pense que nous sommes tous, comme organismes sociaux, à l'ère industrielle et on doit passer à une ère numérique rapidement. Depuis des années, tu me fais comprendre ce que j'ai entre les mains ici, des fois. Et on s'amuse à en discuter. C'est pas un téléphone, c'est un ordinateur, c'est même une maison, c'est ma résidence, c'est mon compte en banque, c'est ma carte de crédit. Je ne sais plus ce que c'est en train de devenir, mais j'adore quand tu parles et tu dis, je ne sais plus si c'est adéquat de parler de cybercriminalité. Vraiment, tu n'arrêtes pas de nous faire exploser des concepts et des idées, n'importe quoi. Mais je te remercie pour ta contribution. En plus d'une contribution intellectuelle, tu es en train de mettre des services adaptés, d'une autre perspective, adaptés à notre société. Alors, je trouve que tu es impressionnant et je te remercie de ta grande générosité et ta grande contribution à l'amélioration des rapports qui sont maintenant hyper liés, on est tous en interdépendance, en interrelation, et il faut vraiment passer à d'autres choses. Mais quelle magistrale analyse, observation et proposition. Merci pour tout le monde parce que donc je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi. Tu nous as ébranlés et motivés à faire quelque chose. Et on va essayer, nous, en tout cas, je te promets qu'il justice. On est en train de s'inscrire, mais on va essayer de te soutenir encore davantage et faire quelque chose. On va maintenant passer à Pétulia et Mélusine. Alors, on vous laisse la parole, mesdames. Monsieur Benoît, nous aussi, on est complètement subjugués. Moi, j'en ai les bras qui me glissent des mains. Ah oui, c'est les mains qui me glissent des doigts. Des bras. Comme Monsieur Serge, alors là, vraiment, on est épatés. Et du coup, ça y est, on a trouvé notre vocation. Ça y est. Parce qu'en fait, on hésitait.
on a hésité parce que quand même ça rapporte de la thune. Oui, c'est pas mal hein, comme, voilà. Ouais, le côté sombre, on avait peut-être envie d'y aller, mais non. On a réfléchi quand on vous a vu, on a très envie de rejoindre votre clinique. Parce que, bah oui, parce que enfin, je sais que vous avez, bon, il y a déjà plein d'étudiants, il n'y a plus de place, mais peut-être qu'il y aurait une place pour nous parce que On va être enquêtrice. ouais, on a déjà la panoplie. Je veux le convaincre. Regardez, on a tout ce qu'il faut. On est des enquêtrices De terrain. Oui. De cyberterrain. de cyberterrain. On fait du terrain partout. On peut mesurer tous les impacts. On a déjà été sur des scènes de crime. Oui, On a déjà traqué, observé. c'est pas moi. C'est un hold-up. Ah, non. Mais si c'est un hold-up à travers un cadre, c'est pareil. Ah oui, c'est vrai. Mais non, c'est toi la force noire. Ah oui, c'est moi. C'était le chiffre C'est moi la noir. hackeuse. Attends. Ouais, mais alors, je peux pas être enquêtrice. Ah oui, c'est... Voilà. C'est moi le hack. Ah oui. T'es le chiffre noir, t'es le chiffre noir. Mais non, mais c'est pas comme ça, un hacker. C'est pas du tout, Ah oui, c'est vrai. Il a dit les hackers, d'abord, C'est un garçon. c'est des garçons. Et ils sont jeunes. Et ils sont plutôt jolis. Oui, c'est vrai qu'ils sont beaux garçons. D'accord, tu peux Moi, je faire fais le le garçon, je fais le beau hacker. Fais le beau hacker. Vas-y. Et moi, je me doute de rien, évidemment. Bonjour, mademoiselle, côté super belle. C'est vrai. Wow. Tu me kiffes. Ouais. Grave. Moi, je te kiffe. Tu veux me... Par contre, j'ai un petit service à te demander, quoi. Avant qu'on se voit, j'aimerais pouvoir t'offrir une super belle bague et du coup, est-ce que tu peux me donner un peu de ton sac à main? Donne-moi ce que tu veux. Vas-y. Ah d'accord. Encore? On peut travailler. Merci. Je suis dépouillée. J'ai une brèche de données. J'ai une brèche de données phénoménale. Au sac. Je le sens. Je me sens débrûlée. Et là, je sais. Là, je sais. Il faut aller en présence. Il faut rejoindre. Parce que j'ai des impacts. Je passe à travers le cadre et je reviens. Mais tu là, j'ai besoin de t'entendre mes besoins. J'ai des impacts. Tu vois pas mes impacts? Si. Des impacts financiers. Je reviens en présence. Attends, je passe à travers l'écran. Ah, tu fais du... Mais oui. Attends, tu fais le bien du cyber au terrain. Voilà. C'est forte, c'est ça qu'il faut Faut être faire, en je pense. présence. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, monsieur C'est ce Benoît. qu'il a dit, monsieur Benoît. Tu veux bien me le refaire plus, que je vois mieux? D'accord. Je passe. Oui, passe pour répondre à tous mes besoins. Je te rejoins. Oui, rejoins-moi. Pour t'écouter, pour te reconnaître. Oui. Ouais. Et bien. J'ai des impacts. Oui. Partout. Des impacts au genou. Bien. Attendez, montrez-moi vos impacts. Voilà. Alors ça, c'est un impact physiologique. Oui, je ne dors plus. Et là, tu as des idées noires. Oui. Et là, tu dors plus. Je ne dors plus, je ne mange plus de chocolat. Je vois plus mes amis, je n'ose plus parler. Je t'ai dit, je suis en brèche de données. Mais t'es compris, je suis en colère des fois parce que personne ne m'écoute. Mais
reconnais? Ah bah oui, je te reconnais complètement. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Moi, je me suis tu te sens beaucoup mieux. Je me sens moins seule, je me sens moins impactée. Parce que je n'osais pas en parler de tous mes impacts, parce que parfois, j'ai peur maintenant de prendre le téléphone, et puis au bout, des fois, il y a personne. Voilà, j'appelle et il n'y a personne, il manque d'effectifs. Ah bah la police, là, ils n'ont pas assez d'éléments, là, c'est vraiment... Donc il faut qu'on rentre dans une spirale vertueuse. Tiens. Allons-y, on fait de la double enquête. Double enquêtrice. Ok. Partons. Sur la plus malou. Allons traquer. Allons chercher le bénévole. Oui. Allons traquer les trolls. Cybertrolls. Les virus. Où sont les virus? Les fraudes financières. Allons récupérer les codes. Les cartes bleues. Ah non, tu m'as trompé. J'ai pêché quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Il y avait une brèche de données. Ah ben ça, c'est une fraude fiscale, hein? Ah ben oui. Ah, c'est clairement une fraude fiscale. Alors là, ah ben, je l'ai pris. J'ai pris dans mon filet. Je l'ai prise dans ton filet. Ah, eh ben, monsieur Benoît, je pense qu'on va être opérationnel là. Ah oui, on est prête. Moi, je vous recrute tout de suite. C'est vrai? Non. Tu là? Oui. Tu là, il avait dit qu'il n'y avait plus de place. Oui, mais on n'est pas sûr, parce qu'en plus, on est même pas en septembre, et lui, il nous prend direct dans sa clinique. Par contre, c'est bien payé? Oui, c'est bénévole, c'est très bien payé. D'accord. Ah, c'est bénévole. C'est du bénévolat. C'est très bien. C'est payé en... C'est le plaisir d'aider. Pardon? C'est le plaisir d'aider les autres. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah bah nous, on aura ce plaisir-là. Je remplace mes outils un petit peu. De toute façon, en tout cas, on est outillés, monsieur Benoît. Ouais. Contre lui, je la contre lui. On a tout. Oui. On n'est pas seul, on peut faire du réseau. On est outillés. On est prête. On va faire du réseau. On va aller sur le réseau. On ira sur le réseau et on vous ramènera plein de bénévoles. Oui. Vas-y, parce que le réseau, pour traquer, on peut s'en mêler dans le réseau. Oui, ça va. Attention. Il a dit qu'il nous prenait tout de suite, il ne faut pas trop s'embêter, peut-être. Parce que... Mais tu l'as, c'est où? Heureusement que tu m'as entendu. On s'en mêle un petit peu, hein. Parce que, avec tous ces trucs-là, en plus, c'est super trop l'amoureux, financier, les impôts, les cartes bleues. Mais ça, depuis que tu as passé le cadre, ouais, je me sens entendue. Ouais. Oh, c'est mieux. Est-ce que ça peut durer des années, hein? Oui, ça peut durer des années. Ah, j'étais mal en point. Ah, oui, oui, oui. J'avais une brèche, j'ai cru que ça finirait jamais. C'est bon, il nous attend. Ouais. Il nous attend parce qu'après, on risque de louper le recrutement. Ouais. Si on tarde trop. Ouais. Si on tarde trop, on va... On peut se former un petit peu encore, hein, si vous voulez. Hein. On vous rejoint? Venez, venez. Est-ce que l'uniforme est le bon? C'est bon, hein? Alors, je pense qu'on va tous adopter le vôtre. L'important, c'est de se rejoindre. Ouais. On vous rejoint. On arrive, on est là, on arrive. N'ayez pas peur. On vous entend. On vous écoute. Ouais. C'est ça qui est important. Oui. Oui. On arrive. On est là, on est là. Serge, Voilà, ton son. oui. Oui. Alors, écoutez, si vous êtes d'accord avec moi, il est maintenant
10h29. Donc, on va prendre la pause à ce moment-ci. On se retrouve à 10h45. Donc, merci encore, M. Dupont. Merci à nos clowns. Et à tantôt. Donc, retour en ligne à 10h45. À tantôt.